Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 30e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui on reviendra sur les performances du nageur algérien Oussama Sahnoun au championnat de France qui réalise les minima du 50 et du 100 mètres nage libre pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Championnat d'Afrique d'athlétisme U18 et U20 à Abidjan, l'Algérie décroche 13 médailles dont 5 en or. On parlera également de l'élection de Rabah Bouarifi qui reprend sa place à la tête de la Fédération algérienne de basketball. La même assemblée générale qui avait retiré sa confiance le remet sur rail. Les filles du GSP remportent sans surprise le championnat national féminin de volleyball. Et puis en handball, le GSP et la GS Skikda se donnent rendez-vous pour la finale de Dame Coupe après avoir éliminé le Serve Barqi et le AS Ain Touta. Et puis, comme chaque lundi, on développe une thématique. Cette fois-ci, on s'intéresse à la formation en athlétisme. Sommes-nous sur la bonne voie et est-ce que les normes méthodologiques sont respectées? Tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mortal, donc toujours un plaisir partagé également, et puis bonsoir à tous nos fidèles qui nous suivent tous les lundis. Alors on leur passe un petit coucou et merci de nous encourager à travers les réseaux sociaux. Voilà, le décor est planté et puisque la thématique aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la formation en athlétisme, qui de mieux pour en parler qu'un conseiller en sport, et nous avons le plaisir de recevoir celui qui a collaboré avec M. Ahmed Mahor Bacha pour former et surtout pour entraîner, on va dire, l'Arbi Bourada, le décathlonien, l'actuel recordman d'Afrique et 5e aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Hussein Mohamed, conseiller en sport également. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Bonjour M. Mortal, bonjour Martin. Donc, merci pour l'invitation. Voilà, et vous êtes avec nous pour développer cette thématique ô combien importante. Sommes-nous sur la bonne voie? Et surtout, on va commencer par vos nouvelles. Qu'est-ce que vous devenez depuis ces Jeux Olympiques de Rio? Donc, depuis, j'ai fait un petit passage en Arabie Saoudite. Et là, je suis rentré il y a plus ou moins 12-13 mois. Et je suis affecté à la fédération et en attendant de reprendre ma place sur le terrain. Une année sabbatique, on va dire, pour vous? Plus ou moins, j'essaie de faire ce que je peux au niveau de la fédération, notamment pour la réhabilitation du stade annexe, un lieu qui est très cher et ô combien important pour notre discipline qui est l'athlétisme. Très bien, vous êtes avec nous, donc tout au long de l'émission, on va parler, vous connaissez le principe de 52 chrono, c'est de toucher un petit peu à tous les faits marquants de l'actualité concernant tous les sports, mais avant cela, nous allons commencer par cet hommage qu'on va rendre à deux sportifs, deux jeunes athlètes qui nous ont quittés ce week-end. Il s'agit de Souad Kourichi, la karatéka, sociétaire du club Kaukab Mdia, qui est décédée jeudi soir dans un tragique accident de la circulation alors qu'elle se rendait à Boussaada pour disputer une compétition nationale. C'est ce qu'on a appris auprès de la fédération algérienne de la discipline. Eh bien, nos sincères condoléances à la famille de la défunte. Donc, et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Un jeune également qui nous quitte, cette fois-ci en handball. Il s'agit de Mouad Meksen, sociétaire du CR Al-Harrouch, le jeune athlète qui nous a quitté donc ce week-end, mercredi, pardon. Et nous présentons à la famille, aux deux familles, nos sincères condoléances. L'occasion également nous est présentée aujourd'hui, hélas, de présenter nos condoléances aux familles qui ont perdu leur cher aujourd'hui à la Casbah d'Alger. Exactement, au niveau de la basse Casbah, un vibrant hommage, enfin une pensée spéciale pour la famille. Il y a plus ou moins apparemment 5 personnes qui ont perdu la vue, Allah yarhamhum. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inch'Allah, Allah yatahum sabr wa yakun ma'ahum malihum. Nordine Hani. Écoutez, que vous voulez que je dise, donc, Rahma, donc c'est dommage de perdre des jeunes comme ça, un jeune karatéka, un jeune handballeur. Ces familles, donc ce matin où l'Algérie s'est réveillée sous un choc avec un immeuble qui s'effondre, avec des gens qui disparaissent. Il paraît qu'il y avait même un bébé de 3 ans. Exactement. Donc c'est de tristes nouvelles et c'est dommage de commencer notre émission par ces nouvelles. Et
نطلبوا لهم الرحمه إنا لله وإنا إليه راجعون. Nos sincères condoléances aux deux familles. Ce numéro, ce 30e numéro, leur est dédié. Et la vie continue, on va dire, et on va commencer donc par les performances. Ce n'est pas un exploit, puisqu'il nous a habitués aux exploits. C'est devenu une habitude chez le dauphin algérien, on va dire, Oussama Sahnoun, qui s'est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en réalisant les minima A sur le 100 mètres nage libre et le 50 mètres nage libre. C'était à l'occasion des finales des championnats de France de natation qui ont pris fin hier dimanche à Reims en France. L'Algérien a remporté la médaille d'argent du 50 mètres nage libre avec un chrono de 91, plutôt 21 centièmes, mais 21 secondes, pardon, et 96 centièmes derrière le français Mignon Clément, 91 21 93, alors qu'il avait déjà réalisé également les minima 2 jours auparavant du 100 mètres nage libre avec un chrono et une deuxième place et un chrono de 48 secondes et 51 centièmes derrière le français, le même athlète, donc le même nageur Clément Mignon, 48-49. C'est le deuxième Algérien à se qualifier aux Jeux de Tokyo après Azdin Lagab en cyclisme. Oui, c'est une bonne chose hein, de voir qu'il y a des Algériens qui arrachent leur qualification pour des mondiaux. Oussama Sahnoun, c'est un battant, il nous a habitués à cela. Mais il ne faudrait pas qu'on se cache derrière des résultats, derrière des petits, enfin, de grands résultats d'une seule personne. Il faudrait que ça serve d'exemple à la natation. Il y a beaucoup d'Oussama. Il y a Jawad Sayoud qui est en train de réaliser d'excellents résultats, qui est en train de battre des records d'Algérie. Ramzi Chouchar également. Absolument. Qui a réalisé les minima pour les mondiaux. Donc il faudrait que tous ces jeunes Algériens qui montrent des talents ici, et on va en parler tout à l'heure pour les jeunes talents, qui disparaissent par faute de mauvais entraînement, par beaucoup de fautes. Je préfère laisser Mohamed Hussein en parler tout à l'heure, mais je pense qu'il faut donner la chance comme on a donné à Oussama Sahnoun, qui a été ailleurs, qui a eu des moyens, je ne dirais pas plus conséquents qu'ici, mais beaucoup plus étudiés, qui a travaillé suivant une stratégie. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en relief. Mais bravo à Oussama. Et puis aller à un mondial en natation, c'est quand même quelque chose de très relevé. Avec des minima A, s'il vous plaît, Hussein Mohamed, vous qui étiez donc à Rio à l'occasion des Jeux Olympiques de 2016, certainement vous suivez en tant que technicien les prouesses du nageur Oussama Sahnoun. Qualification logique, on va dire, mais lui, il est resté sur son niveau. Il y a 2 années ou 3 années, il est resté sur... Il titille les meilleurs mondiaux déjà. Exactement, d'abord félicitations pour Oussama, c'est de très bon augure. Quand on a la possibilité de réaliser les minima plus ou moins une année avant les Jeux Olympiques, ça nous donne plus ou moins ça nous met à l'aise. Confortable, on est vraiment à l'aise et confortable pour avoir les moyens nécessaires, pas 6 mois, 3 mois avant les Jeux Olympiques, mais au moins 12-15 mois avant les Jeux Olympiques, de une. De deux, je rejoins parfaitement notre ami Nordin pour dire qu'il ne faut pas se cacher derrière les résultats individuels des athlètes. Certes, on a des talents, on a tout ce qu'il faut, mais je redis depuis toujours qu'on manque de stratégie, on manque de politique de sport, une prise en charge adéquate. Il n'y a pas un processus de prise en charge, de préparation, et on déplore ça depuis très longtemps. Alors, on reste sur ces performances de Oussama Sahnoun. Nous l'avons en direct. Il est à Marseille, il se prépare à Marseille depuis quelques années. Oussama, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, félicitations et bravo pour cette qualification. On l'attendait certes. Ça a été dur pour vous puisque vous vous entraînez durement pour réaliser ces performances. Comment s'est déroulé pour vous ce championnat de France ? Bon, tout d'abord, je suis très content pour mes 2 qualifs aux Jeux Olympiques, pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2, sur 50 mètres crawl et 100 mètres crawl. Oui. Je suis quand même content, je suis soulagé quand même aussi. Bon, après, c'est pas vraiment mon objectif principal, donc aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de travailler dur, mais pour les Jeux, en fait, pour être en forme le jour J, et surtout pour faire une finale olympique ou une médaille olympique. Donc c'est vrai, aujourd'hui,
Bon, j'ai passé quand même une belle semaine pendant les championnats de France où j'ai réalisé des performances satisfaisantes. C'est vrai, je me suis rapproché de mes meilleurs temps, sachant que pour cette période, je peux pas espérer mieux, parce qu'on peut dire que j'étais pas vraiment à 100% de ma forme, moi j'étais pas vraiment prêt pour ces championnats, j'étais presque à 75%, 70% et tout. Donc voilà, depuis la nouvelle saison sportive, on a mis en place avec notre staff de Marseille une nouvelle stratégie, une nouvelle qualification. On a testé des nouvelles choses et tout. Donc ça me rassure aujourd'hui. On est dans la bonne voie. C'est vrai, aujourd'hui, je suis le leader algérien qualifié pour les Jeux Olympiques. Mais il reste notre objectif principal, c'est les Jeux Olympiques. Là où on doit vraiment honorer la vie, c'est là où on doit vraiment être à la hauteur et prêt. Quoi. Voilà, espérons que vous serez Oussama Hanoun. Alors, vous étiez ici il y a quelques années de cela, vous vous préparez ici, et à un moment donné, il était plus urgent que jamais de vous déplacer en France pour faire partie de ce pôle de développement de Marseille. Qu'est-ce qui a changé? Quelle est la différence avec ce qui se passe ici en matière de préparation? En fait, déjà avant que j'arrive à Marseille, j'ai passé quand même 4 ans à Bordeaux. Donc voilà, donc je suis venu en France pour côtoyer les nageurs de haut niveau, des nageurs français, des champions olympiques, des champions du monde. Ça fait 2 ans que je suis à Marseille. Le cercle des nageurs de Marseille, c'est une structure connue par une forte production des champions olympiques et des champions du monde. Donc c'est un avantage pour moi. Le staff est professionnel, le travail pareil aussi. Donc ça me permet vraiment de travailler sérieusement, dur et professionnel. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on voit vraiment la progression. En 2016, donc j'ai tout fait pour faire les minima A de qualif pour les Jeux Olympiques de Rio. Aujourd'hui, j'arrive quand même à réaliser des minima A pour les qualifications à 75% ou 70% de ma forme. Donc ça, c'est un bon signe. Encore une fois, faut que je vous explique qu'en 2020, la tâche ça va pas être vraiment, vraiment facile parce qu'il va y avoir du niveau. Malgré que je fais partie quand même aujourd'hui des 5 ou des 10 meilleurs nageurs mondiaux ou même des 8 meilleurs nageurs mondiaux au 100 mètres nage libre. Mais quand même, il faut vraiment être sérieux, bien concentré sur le travail, surtout sur notre projet, pour être prêt le jour J, quoi. Donc voilà, c'est pour ça, moi je suis là à Marseille pour tout faire, pour honorer l'Algérie, pour honorer le drapeau algérien. Et vous le faites dignement, Oussama. Une question de Nordine Hani, notre consultant. Alors Oussama, bonsoir. Félicitations d'abord pour tes performances. Merci. Moi, tu suis un petit peu la natation algérienne. On a beaucoup de jeunes talents qui sont là, qui prouvent, qui veulent arriver. Alors toi, en tant qu'ancien, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces jeunes pour qu'on ait d'autres Oussama? En fait, c'est vrai, moi j'ai passé par ces périodes, on va dire, un peu difficiles et compliquées surtout. Moi, je m'entraînais au bassin de Constantine, c'est un bassin de 25 mètres et tout, mais quand même, j'ai pas lâché l'affaire. Je me suis entraîné chaque jour dur. Je croyais en moi chaque jour. J'ai jamais lâché, j'ai jamais abandonné, j'ai jamais lâché pendant les entraînements et tout. Donc voilà. Donc après, il faut quand même un investissement personnel parce que moi, le jour où j'ai décidé de venir m'entraîner à Marseille, c'était mon idée, c'était l'idée de ma famille et tout. J'ai fait des contacts et tout. Donc voilà. Donc c'est vrai, on a du talent, on a des jeunes nageurs, ils ont du talent, qu'ils ont un bon niveau et tout. Mais il faut vraiment un sacrifice personnel, un sacrifice de toute la famille. Ouais. Et de toute façon, moi, je leur souhaite un bon courage et voilà. Merci.
Merci Oussama, et ben bon vent, on va vous dire, et surtout bonne chance. Inch'Allah, vous allez réaliser de meilleurs résultats, Inch'Allah, et vous serez dans le top 5 à l'approche des Jeux Olympiques. Et avec Nizar, merci pour le soutien et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Bonne chance, Oussama Shanoun, il était en direct avec nous. C'est encourageant et surtout, c'est de bon augure, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, un peu plus d'une année des Jeux. Ça vous met tout de suite à l'aise. On peut, de point de vue purement méthodologique, placer un programme d'entraînement qui vise à être en forme le jour J, au lieu d'aller chercher tout le temps les minima et se battre contre cet objectif. C'est important de réaliser les minima beaucoup bien avant. 5 médailles d'or, 13 au total au championnat d'Afrique U18 et U20. Donc à Abidjan, Côte d'Ivoire, les championnats d'Afrique qui ont pris fin hier. Quel est votre commentaire sur ces performances algériennes? Certes, on est toujours présent sur des disciplines comme la marche, comme les épreuves combinées. On a toujours des résultats plus ou moins au niveau africain, au niveau arabe. C'est de bon augure. Ces résultats, ils sont plus ou moins conformes par rapport aux moyens et aux conditions que nous vivons actuellement au niveau du monde d'athlétisme en général et au niveau du sport la Kulihal en général. Hein. Une excellente performance du demi-fondiste sur 800 mètres. Record d'Algérie, une 47,88 pour Gouanet. Oui, une médaille d'argent des JOJ. Exactement, une 47 maintenant. Maintenant, il faut qu'il soit pris en charge sérieusement. Il faut qu'un plan de carrière soit établi pour cet athlète. Vous savez, avant qu'on avait les bourses de préparation. Moi, quand j'ai commencé par exemple avec Bay en 2001, 2002, on avait des bourses de préparation et on pouvait tracer le plan de préparation et plus ou moins arriver à réaliser grâce à des bourses de préparation qui étaient octroyées au début d'année en fonction d'un objectif. Maintenant, le système a changé. Je ne sais pas comment on va aborder le plan de préparation de ces athlètes, mais il faut vraiment une réflexion générale afin de mener à bien et d'optimiser les potentiels de chaque athlète. Si on a comparé entre la progression de Gouanet sur 800 mètres et celle de Charad, qui a raté pratiquement sa participation au championnat d'Afrique, puisqu'il a abandonné sur 800 mètres, et quatrième plutôt troisième, quatrième sur le 1500 mètres. On attendait mieux. Vous savez, on ne peut pas apporter un jugement et un nez définitif dans cette... parce que d'abord, nous sommes mois d'avril. En athlétisme, c'est un peu tôt. C'est une période très compétitive. Exactement, c'est une période. Donc, je ne sais pas comment que le plan d'entraînement a été fait, mais c'est sans doute, le premier problème, c'est le problème de meeting et de compétition. C'est-à-dire au mois de mars, février, en mois de mars et avril, on n'a pas beaucoup de compétition, notamment en Europe. Et donc, ça, quelque part, on n'a pas le rythme, il faut beaucoup de choses et c'est un peu tôt pour apporter un jugement de valeur sur la Pourquoi ça peut être une arme à double tranchant également. Exactement, oui, mais... Une 47 KD, c'est qu'on a forcé dessus. À l'entraînement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, je parle avec un technicien, je suis technicien aussi, on sort de la même école. Exactement. À cette période, faire une 47 en étant KD, c'est bien, c'est magnifique. Sauf s'il a un potentiel tellement élevé qu'on va voir. C'est-à-dire maintenant, c'est l'avenir qui va nous dire si c'est plus ou moins bien ou si ça a été plus ou moins quelque chose qui a été... On a grillé des étapes, on n'a pas respecté les normes de préparation. Si l'athlète, il vaut plus ou moins une 46 cette année, et on va dire qu'une 47 et quelques, en mois d'avril, en étant cadet, c'est bien, c'est de bon augure pour le reste de sa carrière. Une 47,88 contre l'ancien record, une 49,05. Oui, Pourquoi je vous ai posé la question en comparaison avec Charad? Parce que j'aimerais savoir et avoir votre point de vue sur un athlète de 800 mètres et 1500 mètres qui vous fait 7-8 crosses par saison. En étant junior, ça dépend comment il est adopté, comment on place le cross. Si on fait les crosses dans le cadre de la préparation,
c'est pas un objectif en Non, soi. non, pour gagner les premières places, champion d'Algérie. Hein. Oui, on peut gagner les premières places tout en abordant la compétition comme moyen d'entraînement. De gagner en endurance. Ça se fait notamment en Éthiopie, enfin, la plupart des athlètes africains, ils font ça, surtout si l'athlète, il a un registre 800-1005. Maintenant, il y a d'autres athlètes qui ont un registre 400-800. Là, c'est une autre approche de préparation, c'est une autre approche d'entraînement. Donc, ça se fait, mais il ne faut pas que ça soit un objectif en soi. C'est-à-dire, sinon, ça va tout fausser et on part sur d'autres objectifs qui ne sont pas tout le temps conformes avec les particularités du 800 mètres. Donc, si on vous comprend bien, pour juger, il vous faut des informations précises Exactement, oui. pour porter un jugement. Voilà, merci Hossein Mohamed. On reviendra vers vous pour parler de la formation en athlétisme tout à l'heure. Le handball, Nordine Hani avec deux belles demi-finales, Skikda Ain Touta et Barraqi, GSP, qualification du GSP et de Skikda. Absolument, donc je ne dirais pas que c'est une finale inédite, puisque le groupement sportif des pétroliers est habitué à jouer des finales, Skikda également, mais cette équipe de Skikda, on ne l'attendait pas tellement. Il y en a un seul qui croyait en cette équipe de Skikda, et il est en train de nous regarder, on lui fait un coucou d'ailleurs, il vous passe le bonjour, c'est Aliout Yassine, le président. Alors, Skikda a mal démarré cette saison, et donc elle est montée graduellement, et elle joue une demi-finale face à une grande équipe qui aurait dû cette année prendre le doublé, vu l'effectif qu'elle a. Elle tout ça doit s'en prendre qu'à elle-même. 4 entraîneurs en une saison, c'est une véritable instabilité, et donc ils sont en train de payer cette instabilité. En fin de saison. Cette instabilité. Par contre, Aliout Yassine, lui, travaille doucement mais sûrement. Intelligent. Il faut dire que cette équipe de Skikda a réussi cette année à qualifier toutes ces catégories en demi-finale à la Coupe d'Algérie. C'est quand même, ça montre qu'il y a du travail. Et donc, je savais qu'il attendait cette Coupe d'Algérie, puisque le championnat, donc c'était parti, ça avait mal débuté, mais on sentait que Aliout, en ramenant Falor Dehili, l'enfant du club, Falor qui aussi a fait du bon travail à Skikda, en ramenant Falor Dehili, en misant sur les enfants du cru, avec peu de moyens, il ne faut pas croire qu'ils ont des moyens. Vous savez que Skikda, c'est peut-être la seule ville où il n'y a pas une salle conforme pour jouer en handball. C'est dommage, une équipe qui va jouer une finale de Coupe d'Algérie. Vous l'avez dit la semaine dernière, oui. Et Aliout n'arrête pas de se démener comme un diable pour essayer d'avoir une salle pour cette ville de Skikda, une ville de handball qui a beaucoup donné au handball algérien. Donc bravo à cette équipe de Skikda qui a réussi sur le fil, mais qui a réussi quand même à venir animer. Et en plus, regardez ce que m'a dit Aliout ce matin. On discutait comme ça avec Aliout et il m'a dit, alors préparez-moi lundi prochain le plateau, je ramènerai la Coupe d'Algérie. Inch'Allah, il sera le bienvenu. C'est ce que j'ai dit, sans enlever de mérite au GSP que le meilleur gagne. Mais regardez Aliout comment qu'il réfléchit. Donc, ça sera la veille de Ramadan. Absolument. Donc c'est une bonne chose. Il n'y a pas de problème. Donc c'est une bonne chose. Donc Skikda se qualifie pour la finale. Dans l'autre demi-finale, alors là, c'était un match, un derby si on veut, GSP contre Barraqi. La veille, j'ai entendu des déclarations de Karim Bechro, l'entraîneur de Barraqi. Il a dit, sur 1000 fois, on peut perdre 99 000 fois. Donc il savait que le GSP partait avec un avantage, avec une profondeur de banc, avec une équipe complète, une équipe habituée, des joueurs d'expérience, des joueurs de talent tels que Slahdi par exemple, ou Berkous, c'est les deux meilleurs, ils dominent donc, dans leur poste. Et donc, Barraqi a fait jeu égal hein, pendant toute la première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu le grand apport de Slahdi, et il y a eu une baisse de régime due à pas beaucoup de remplaçants dans cette équipe de Barraqi, qui a perdu beaucoup de joueurs. Elle a perdu des joueurs qui sont partis jouer à l'étranger, qui sont partis dans d'autres clubs par faute de moyens. Et finalement, donc c'est le GSP. On va revenir sur les images du match, mais tout d'abord, il faut dire que cette fois-ci, on a retransmis, on a repris les bonnes manières.
en retransmettant donc la demi-finale Berqi GSP à la demande de la Fédération algérienne de handball. Et voilà, le dispositif important placé par la télévision algérienne avec le réalisateur Yazid Belkout qui était présent et tous les techniciens, et vous étiez présent, Nordine. Oui, là, je dois tirer chapeau à Yazid Belkout, le réalisateur, parce que la salle de Ain Benyen ne peut pas se prêter pour faire un tel direct. C'est une petite salle qui n'est pas éclairée, qui est éclairée par endroits et non par d'autres. Il y a beaucoup de choses, alors qu'on a beaucoup de salles en Algérie. On a la salle Harsha, elle est faite pour le spectacle. Il y a la coupole, il y a la salle de Chiraga, celle de Bouzéréa. Il y en a beaucoup qui auraient pu. Pourquoi aller dans une salle pareille où on a eu beaucoup de difficultés? D'ailleurs, Yazid Belkout est venu me voir avant le match et il m'a dit, écoute Nordine, je vais faire le match pour pas priver les Algériens. Je vais le faire pour pas priver les Algériens, mais franchement, j'aurais pas dû accepter parce que, vous savez, sur les bois, donc des gardiens de but, c'est peint en noir et en blanc. Le blanc, il était sale, à force de mettre les mains avec la résine et tout, il était noir. Il a fallu mettre du sparadrap blanc pour pouvoir faire une finale pareille. C'est dommage, on n'arrête pas de le dire. On a des salles en Algérie. Pourquoi aller? C'est parce que c'est pas cher faut trouver, c'est quand même une demi-finale de On va Coupe voir l'état de d'Algérie. la salle, on va voir les images de l'état de la salle. C'est quand même une demi-finale de Coupe d'Algérie. Faut donner de la qualité. C'est pas n'importe quoi, le handball. Pourquoi? Et même à Ain Benyen, des gens ont des difficultés. Ceux qui n'ont pas de véhicule, ils ne peuvent pas venir à la salle de Ain Benyen. Il faut avoir surtout les supporters de Berqi. On va voir les images de la salle de Hassan Mouchou, donc de Ain Benyen, qui ne répond pas aux normes de retransmission ni pour jouer un match. Lumière que la deuxième mi-temps. Et nos gardiens de but, j'ai discuté avec les deux gardiens de but, il n'y avait pas de lumière. Donc une salle pareille avec de la luminosité aussi catastrophique, c'est décevant pour deux équipes d'Alger. Je pense qu'il y a la salle Harsha, il y a d'autres salles beaucoup plus intéressantes que celle de Ain Benyen qui pour moi n'était pas faite pour un match pareil. Voilà, une finale avant la lettre qui s'est jouée dans une salle qui ne répondait pas aux normes. On vient d'écouter Karim Bouchkol, l'entraîneur du CRB Berqi. Absolument. Donc, et tout le monde était d'accord, que ce soit du côté de la technique chez nous à Canal, à l'ENTV, puisqu'il y avait aussi l'Ardia qui diffusait le match en direct, que ce soit les joueurs qui se plaignaient de l'état de la salle. Vous savez combien, j'ai pas compté, mais il y a eu plus d'une trentaine d'arrêts de jeu pour venir nettoyer le terrain. Ça devient plus un match de handball. Alors que ces matchs de Coupe d'Algérie, ça sert à quoi? Ça sert à élever le niveau du handballeur et du handball. Faire la promotion. C'est un peu la vitrine du handball. Absolument, absolument. C'est déplorable de voir des images comme ça. C'est comme aller dans un champ de patates et faire de l'athlétisme. C'est de l'image de l'Algérie qu'on parle là. Absolument. Ça dépasse le cadre du handball, ça dépasse le cadre du sport. Mais quand on voit ça sur les chaînes, parce que tout le monde nous regarde, et quand on voit des images comme ça, et ce sont des images qui font le tour du monde. Franchement, c'est déplorable. On aurait pu jouer à Harsha ou bien à Chiraga. Par contre, j'ai un point positif. Ah, ça va, il y a du positif en fait. Ouais, le président de la fédération a assisté au match. On n'arrêtait pas de dire qu'il fallait que les membres fédéraux viennent. Comme ça, ils peuvent voir de leurs yeux ce qui se passe. Et ne pas attendre qu'on leur ramène des feuilles de match et de gérer, à partir des bureaux, gérer une compétition. Finalement, il y a eu le président de la fédération qui est venu et d'autres membres fédéraux. Ça fait plaisir, on nous a écoutés. Ben, tant mieux, j'espère que ça continuera. Écoutez, vous êtes un enfant de la discipline. Le nom de Nordine Hani, c'est un grand nom. Là où je pars personnellement, on me dit que Nordine Hani dit les choses vraies, telles qu'elles sont, à propos de la discipline qu'il aime tant. Il vit pour cette discipline et c'est très bien ce qu'il fait. Ça serait bien qu'on fasse autant dans d'autres disciplines. Par contre, c'est un passionné. Par contre, vous êtes passionné d'athlétisme. Moi, je n'ai rien contre personne.
Celui qui travaille, je suis derrière lui. Mais quand je vois des anomalies, c'est mon rôle. Mais sinon, c'est pas la peine que je vienne m'asseoir ici. Si tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est pas la peine. On ferme boutique et on s'en va. Et le rôle d'un consultant, c'est de dire les choses vraies. Le positif, vous venez d'en parler. Et le négatif, vous en parlez souvent, malheureusement, puisque c'est la réelle, triste réalité du sport algérien. Mais il n'y a pas que Nordine Hani. Il faut bouger. Il faut un petit peu que les autres parlent. Mais écoutez, ne comptez pas que sur Nordine Hani. Il y a des gens de l'Assemblée Générale qui viennent me voir et me dire « Ah, il y a Teksaha Nordine, toi tu te dis des choses. » Mais écoutez, moi je dis, c'est pour que vous bougiez. C'est eux. Moi je ne peux pas aller voter. Moi je ne peux que parler d'ici. Des gens peuvent m'écouter, ça rentre par là, ça sort par là. Mais si vous venez pour me dire « Ouais, tu as raison. » Si j'ai raison, le jour de l'Assemblée Générale, agissez. Agissez. Il n'y a pas que l'Assemblée, il faut en je parler. Les regarde en face et je leur dis, agissez. Nordine Hani, alors revenons au match puisque vous aimez parler technique et ce duel entre le GSP et Barraqi, parlez-nous surtout de la physionomie de la rencontre. Écoutez, la rencontre, elle n'a pas été d'un grand niveau. Elle n'a pas été d'un grand niveau pour beaucoup de choses. D'abord, l'enjeu de la rencontre, deux équipes qui ont perdu donc tout espoir pour le championnat, puisque c'est Borj qui les a coiffés, Borj Barerej, et qui a pris le championnat. Donc c'était le match de la saison pour le groupement sportif des pétroliers et pour Barraqi pour essayer de continuer et essayer d'avoir un titre au bout. Donc ça a un petit peu crispé les deux équipes. Il n'y avait pas beaucoup de rythme. L'état de la salle, parce que ça glissait beaucoup, l'état de la salle aussi n'a pas laissé donc aux joueurs l'occasion de bien s'exprimer. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait, regardez le score à la mi-temps, il y avait 6-6 je pense à la mi-temps, c'est peu pour un match de handball, surtout que maintenant le handball c'est le centre rapide, mais il y a une chose qui a été qui m'a plu au niveau de cette équipe de Barraqi, c'est qu'ils ont innové. C'est la première fois qu'on voit ça dans le championnat national. Karim Bechkor a joué depuis le début sans gardien de but. C'est permis en handball. Alors, à chaque fois qu'il était en attaque, il jouait à 7 joueurs de champ contre 6 joueurs de son. Il a pris cette responsabilité parce que quand on perd la balle, il n'y a personne dans la cage. Et ça a failli lui réussir. À chaque fois, les pivots, d'ailleurs, c'est les pivots qui ont le plus marqué. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau pour Karim Bechkor. Bravo à Karim Bechkor. Et c'est dommage qu'on n'ait plus de compétition internationale, que ce soit pour nos clubs ou pour nos équipes nationales, pour pouvoir aller au contact des autres nations qui sont en train de faire ça. Karim, comme je le connais, c'est quelqu'un qui s'inspire, qui va faire des stages à l'étranger de lui-même, et donc qui a pu ramener ça, et ça a failli marcher. C'est bien, c'est une innovation. Je dis bravo à cette équipe de Barraqi. Voilà. On écoute les impressions à chaud après la demi-finale entre le GSP et CRB Barraqi au micro de Nordine Hani. Ça s'est joué sur le facteur expérience à un certain moment. Et ça s'est joué aussi face à un grand gardien de but, Malek, qui a fait des arrêts quand même très importants, surtout 3-7 mètres, je pense. Donc la différence, elle s'est plus ou moins jouée à ce niveau-là. Mais bon, je pense que aussi la profondeur de notre banc et la jeunesse de notre équipe a fait défaut à un certain moment. Mais bon, je pense qu'on n'a pas à rougir de cette défaite. On a vu une bonne équipe du GSP aujourd'hui, très forte sur le plan défensif. On a essayé de les déstabiliser, on a joué avec tous nos moyens. Mais bon, malheureusement, le manque d'efficacité nous a fait défaut aujourd'hui. C'est vrai, je reprends d'une blessure de 3 semaines où j'ai pu remplacer Slah. J'ai eu les 5 dernières minutes. Alhamdoulilah, ça a donné de l'effet. Je pense que c'était un match très difficile. Un match qui était vraiment disputé, surtout avec l'équipe de Barraqi, un vrai derby, où on a pu gagner dans les 15 dernières minutes. Alhamdoulilah, tout le monde a donné satisfaction aujourd'hui. Je tiens à féliciter l'équipe de Barraqi. Il y avait un fair play sur le terrain, il y avait du spectacle, surtout en deuxième mi-temps. Moi je dirais en premier mi-temps, on avait une pression pour les deux équipes. Nous, on n'arrivait pas à s'exprimer sur le terrain.
Et en deuxième mi-temps, on a trouvé des ressources pour retrouver, que ce soit en attaque ou en défense. Et on a pu prendre l'écart et on a essayé de gérer le match. Le plus important, c'est de gagner. Alhamdoulilah, on a gagné. Maintenant, on pense à la finale. J'espère que ce sera une finale du spectacle. Et je tiens aussi féliciter l'équipe de Skikda. Ils sont arrivés en finale. J'espère, Inch'Allah, pour les deux équipes, j'espère, Inch'Allah, une fête de handball algérien. Voilà, une belle fête du handball algérien. On vient d'écouter donc les impressions à chaud au micro de Nordinani au doigt de fait ce jour-là. Il fallait que je précise parce que vous avez dit au micro de Nordinani et ils ont dû voir avec les spectateurs que c'était des doigts bien manicurés, bien. C'était notre stagiaire Kautar que je remercie beaucoup, donc qui est là, qui vient pour apprendre avec nous, qui nous suit quand il y a des matchs comme ça et qui a bien voulu tendre le micro. Voilà. Se mettre à la partie. Les angles de Nordinani sont toujours blancs. Belle finale en perspective face à Skikda qui a gagné donc face à l'équipe de Ain Touta un seul but d'écart, 26-25. Oui, donc ça devait être un match très très serré. Dommage qu'on n'a pas eu des images, hein, dommage, parce que j'aurais bien voulu voir ce match. C'est un match qui s'est joué sur un coup de dé, hein, sur un coup de dé. Et je pense que, comme je vous le disais, c'est 12-12 à la mi-temps. 12-12 à la mi-temps, donc un match très très serré. Une équipe de Skikda qui en voulait terriblement, donc on le sentait à travers les propos de Karim, de Aliou Yassine sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup, on en discute. Et puis, donc, je vous disais, cette équipe de Ain Touta, c'est dommage. Ils ont un président qui aime cette discipline, qui ramène beaucoup d'argent pour cette discipline, mais qui ne sait pas gérer cette discipline. C'est les joueurs à Ain Touta qui gèrent. Chez les joueurs. Et ça crée des conflits. Quand un entraîneur ne plaît pas aux joueurs, c'est l'entraîneur qui est sacrifié. Alors que c'est faux. C'est les joueurs, certains joueurs qui devraient être sacrifiés. Ain Touta a les capacités de remporter des titres. Elle a remporté une Coupe d'Algérie la saison dernière. Elle aurait pu cette année remporter le championnat. Elle l'a perdu d'un but d'écart chez elle contre Borj. Regardez encore une fois un but d'écart. Donc ça vous montre que c'est une équipe qui est capable, mais qu'il lui manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la stabilité de l'encadrement. Voilà pour le handball et ces deux demi-finales. Et on sera bien évidemment au rendez-vous le 4 mai prochain à l'occasion des finales féminines et masculines à la coupole Mohamed Boudief. Tout d'abord à 15h, on aura droit à un très beau duel. L'habituel duel, donc le derby éternel entre El Biar et le GSP. Un derby qui va j'espère, être plein de suspense. Et puis, donc c'est le meilleur qui va gagner. Deux équipes qui ont l'habitude de se partager donc les titres. Il est difficile de faire un pronostic, même si cette année, GSP qui a gagné donc son match de championnat aller à El Biar contre El Biar a un ascendant psychologique. Donc, mais tout est possible. J'espère que c'est un samedi. C'est un samedi. Le 4, c'est un samedi. Et les finales des jeunes, ça sera le vendredi. Allez, je me retourne vers notre invité, Houssine Mohamed, conseiller en sport et l'ex-entraîneur de Bayer Rahouli, qui détient toujours le record d'Algérie du triple saut dames. Elle a été championne du monde chez les juniors, elle a été championne méditerranéenne, elle a été championne d'Afrique, 5e mondialement, il faut le rappeler. Il a également collaboré avec M. Ahmed Mahour Bacha pour la préparation du décathlonien, l'Arbi Bourada, actuellement recordman d'Afrique. Houssine Mohamed, on va parler de votre discipline chère, l'athlétisme, et on s'intéresse à la formation. J'allais dire, sommes-nous sur la bonne voie, mais tout d'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'on a une stratégie pour préparer le futur champion de demain? Justement, c'est toute la difficulté qui existe au niveau de notre discipline et dans le sport en général algérien, c'est qu'on manque de stratégie de développement. On manque de stratégie, on manque de politique de sport. Et le développement, le développement doit rentrer dans un processus bien établi. C'est-à-dire il y a plusieurs conditions, notamment la sélection, l'orientation, la détection,
Et puis il y a la normalisation de l'entraînement, la prise en charge, les modalités de prise en charge à différents niveaux. Et tout ça, on n'a pas. C'est-à-dire ça, là, ce qu'on a, c'est des efforts plus ou moins individuels, c'est des entraîneurs qui se battent chaque jour dans le terrain avec parfois leurs propres moyens, avec les athlètes, on essaie de les ramener. Souvent, pas parfois, mais souvent. Oui, mais souvent. Mais il faut dire les choses clairement. Il est temps, il est plus que nécessaire que notre sport soit doté d'une stratégie. La dite stratégie doit prendre en charge les différentes étapes à partir de différents aspects comme la scolarisation les athlètes, la prise en charge au niveau universitaire, l'orientation, la carrière, la gestion de carrière, post-carrière, qu'est-ce que l'athlète, qu'est-ce qu'il devient après la fin de sa carrière. Tous ces points doivent être pris en charge sérieusement dans un cadre réfléchi, avec une stratégie bien déterminée. Des modèles selon vous? Ça existe. Grosso modo, il y a deux grands modèles. Il y a les anglo-saxons qui s'appuient sur l'université pour prendre en charge le sport de performance. C'est-à-dire, comme l'université elle est payante, la vitrine de l'université, c'est le sport. Et donc, c'est l'université aux États-Unis, en Angleterre, Australie, Afrique du Sud et tout, où les athlètes dans un campus, ils ont la prise en charge nécessaire et adéquate afin de mener à bien leur plan de carrière, de préparation. Le deuxième modèle, et ça concerne plus ou moins une centaine de pays, c'est les corps constitués. Parce que dans les disciplines comme à caractère non lucratif, comme l'athlétisme, la natation, le judo, etc., on peut pas s'autofinancer. Et même avec l'ouverture qu'on veut, etc., on ne pourra jamais répondre aux besoins, c'est-à-dire matériels, à travers les sponsors ou les subventions, etc. C'est notre cas. Donc il faut que les flag events, ces disciplines qui sont à caractère non lucratif, soient prises en charge par l'État au travers les corps constitués. C'est le seul et unique moyen actuellement adopté par une centaine de pays. C'est-à-dire les corps constitués. C'est-à-dire les militaires, la protection civile. C'est en train de se faire actuellement la police, les 5 corps constitués, et la douane, etc. C'est la seule manière de garantir une prise en charge adéquate à l'intérieur. Comme ça se faisait avec le MEPS, ça se faisait avant. Oui, plus ou moins avant on avait ça. Mais maintenant, il faut revenir à un modèle très, très clair, bien déterminé et s'asseoir. C'est-à-dire, je pense que les là, choses... Vous lancez une demande à une réforme, là. Exactement, il faut une réforme parce qu'actuellement, c'est le flou le plus absolu. C'est ça le problème. On n'est pas en train de faire les choses pas bien. On est en train de faire rien. C'est-à-dire, il y a un athlète, on a des objectifs à court terme. On donne les moyens. Je ne déplore pas le manque de moyens, mais le manque de stratégie qui optimise. Il faut optimiser nos moyens. Il faut que les ressources, à la fois financière, il faut que nos athlètes soient pris en charge dans un cadre bien défini. Et même s'il y a beaucoup d'argent, comme ce fut le cas ces 5 dernières années, sans stratégie, on peut pas réussir. Ça donne rien. Ça peut rien. C'est pas un problème de moyens. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. L'éducation nationale, c'est elle qui doit aussi... Exactement, oui. Parce que, écoutez, il n'y a plus de sport au niveau des établissements scolaires. Avant, les jeunes, nous, on sortait des établissements scolaires. Il y a plus grave. C'est cette nouvelle mode de faire des cours particuliers. Oui. Ah, oui. Moi, j'ai au niveau de l'école, de mon école du NED, des jeunes qui n'ont pas d'année d'examen et dont les parents disent on ne peut pas le ramener parce qu'il a ses cours. Ouais. C'est devenu à la mode. Donc, il va à l'école. Quand il sort de l'école, il va faire des cours particuliers parce que l'école ne lui apprend rien et parce que les enseignants ont pris l'habitude de ramener les élèves pour faire des cours et on n'a plus le temps de faire du sport. Donc même avec de l'argent, on doit revenir aussi sur l'éducation nationale qui doit être associée au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et vous parlez souvent de stratégie.
en l'absence de stratégie, Hussein et Nordin Hani, ça ouvre droit à un travail anarchique, souvent, comme on le voit sur le terrain. Eh bien, ce week-end, je me suis déplacé personnellement pour couvrir une compétition des seniors, une journée élite de la journée ligue, pardon. Eh bien, je fus surpris par la présence d'un grand nombre d'athlètes chez les jeunes catégories concourir pour le championnat régional. Et on a changé notre reportage pour parler de formation et nous nous sommes posé la question, est-ce que la formation en Algérie se fait dans d'excellentes conditions ou pas? Vous allez trouver surtout la réponse à travers ce reportage et on se retrouve juste après. L'athlétisme, premier sport olympique et première discipline en matière de résultats sur le plan mondial pour l'Algérie. Aujourd'hui, les clubs tentent tant bien que mal de conserver ce statut en formant des jeunes athlètes. Mais sommes-nous sur la bonne voie et y a-t-il une réelle prise en charge? Comparativement aux années passées, je peux dire que les enfants actuellement ils sont mal pris en charge. Quand on vient faire l'évaluation ou l'évaluation de l'encadrement technique au niveau des jeunes, pour ma part, c'est une catastrophe. Constat amer pour certains techniciens et d'autres vont plus loin en mettant l'accent sur certaines pratiques contraires aux normes méthodologiques. En matière de méthodologie d'entraînement, les normes ne sont pas respectées. Moi je dis carrément, malgré tous les efforts de formation et tout, mais il reste toujours avec le facteur de la spécialisation précoce et de surentraînement. Et il y a un autre côté aussi, il y a le côté aussi qu'on a remarqué que ces dernières années, les enfants, les enfants en général, ils sont plus pris par les études, il n'y a plus de place pour le sport. Spécialisation précoce, surentraînement chez les jeunes, des termes qui nous interpellent. Rapprochons-nous des principaux concernés, les enfants pour en savoir plus sur ce qu'ils font avec leur club. Les entraînements de la course, on déroule le poids, on déroule la perche, on déroule la longueur. كنت تعياو بزاف في لي زونطرينمون؟ ماشي بزاف مي نعياو شويه كي نولوا للدار نعياو. تنجموا ديروا لي زونطرينمون وتقراو ميم طون؟ كاين انا خطرات انايا نبدا بقرايتي ومن بعد كنروح للسبور. واش دايري سبيسياليتي انت؟ لونغور. لونغور. شحال تونطريني في السمانه شحال؟ 3 فوا. 3 فوا. وتعياو بزاف في لي زونطرينمون لا لا؟ نعياو. تعياو. وكيفاش ديري مع الدراسه؟ نقرا نورمال. احكي لنا كيفاش دوز لا جورني تاعك؟ نقرا. ندخل ندير قرايتي ونروح للسبور. تحبي الاتليتيزم تحبي؟ نحبو. قولي لنا واش كي حابه تولي كي تكبري؟ حاب نولي مدربه وطبيبه بيطريه. ما توليش بطله؟ ان شاء الله. نعياو. شنو يديركم الشيخ؟ يدينا لي شونفمون نجرو ويعلمنا لا تكنيك باش نقدروا نوصلوا للهدف اللي نحب له. Et pourtant, la Ligue algéroise d'athlétisme et ses valeureux cadres tentent de se mettre au diapason de ce qui se fait de mieux sur le plan international. Le kits athlétique instauré par l'IAF semble le mieux indiqué pour un début d'aventure avec l'athlétisme. Ben justement, c'est en ce sens le kit athlétique il a été mis en application pour éviter la spécialisation précoce chez les jeunes. Voilà. Et d'ailleurs, le nombre actuel on est de pratiquants chez les écoles. Bien sûr, c'est pas, si vous voulez, c'est pas l'objectif atteint, mais on a plus de 1000 athlètes, 1000 jeunes qui pratiquent actuellement le kits athlétique en Algérie. On aura compris des encadreurs qui font leur travail, d'autres pas. En attendant, la déperdition est toujours d'actualité, même si au bas de l'échelle, l'athlétisme attire un grand nombre de pratiquants. Alors, on aime toujours l'athlétisme quand on est jeune. Réaction? C'est si bien démontré dans le reportage. Il y a la masse, il y a la pépinière, on a de très bons... le potentiel existe, mais la prise en charge, elle est complètement absente. C'est-à-dire, encore une fois, je reviens sur le manque de stratégie.
La formation, ça doit rentrer dans un cadre de stratégie et de politique de sport. Comme il n'y a aucune stratégie, la formation est donnée. C'est-à-dire, là, on voit très bien des athlètes, et je rejoins énormément ce qui a été dit par Nordine, l'éducation. C'est-à-dire, la stratégie du sport, c'est un secteur c'est multisectoriel. C'est-à-dire, il y a l'MJS, le ministère de la Jeunesse et des Sports, mais il y a surtout l'éducation, il y a l'université, il y a les corps constitués, et les 3-4 secteurs, c'est exactement, ces 3-4 secteurs doivent trouver une stratégie coordonnée. Parce que, par exemple, on prend l'exemple de l'Afrique du Sud. Nous sommes des Africains, il y a les championnats d'Afrique, il y a toutes les après-midi, je dis bien, toutes les après-midi à partir de 13h sont consacrées aux activités extrascolaires, notamment le sport en Afrique du Sud. C'est-à-dire, vous imaginez un peu, chaque jour, les gosses à l'école, ils font 3 à 4 heures d'entraînement de sport, d'éducation physique. Comment on peut lutter avec ça? C'est impossible. C'est impossible de lutter avec des gens qui se préparent de la sorte. Et nous, on a 2-3 après-midi, souvent il y a des cours particuliers, etc. Et là, il faut revenir, il faut adapter notre système, l'éducation des classes sportives dans chaque établissement pour accompagner ces athlètes qui ont le potentiel. Après avoir fait un effort de sélection, de détection, il faut que nos entraîneurs aient la possibilité de rentrer dans les établissements scolaires pour qu'il n'y ait pas une déperdition, parce qu'il y a les talents. Combien de Hassiba on a perdu, combien de Baya, combien de Noria, combien de Nordine, combien... Je vais vous couper parce que je suis peut-être handballeur, mais je suis un petit peu toutes les disciplines de par le fait que je sois consultant. Et lors du mandat de Ammar Boras, vous étiez avec lui, j'avais vu une liste à peu près de 40 jeunes. Hein. Ils ont disparu. Ils ont disparu parce que comment les prendre en charge? C'est-à-dire, honnêtement, comment les prendre en charge? On n'a pas un centre de formation, on n'a pas un système, on n'a pas une école spécialisée pour comment prendre en charge, sachant que dans une fédération, quand on était avec Ammar Boras, le budget était plus ou moins entre 7 et 9 milliards par an pour prendre en charge l'ensemble de l'athlétisme algérien, ce qui est infiniment insuffisant pour répondre aux besoins d'une discipline comme l'athlétisme en Algérie. C'est impossible. Là. C'est impossible. Un pays où il y a 70% de jeunesse. Un pays où il y a 70% de jeunesse. Une jeunesse qui a su se mobiliser, une jeunesse qui a su s'autodiscipliner. Alors imaginons si on leur donne les moyens et si on fait une stratégie pour cette jeunesse. Ils vont éclater le monde. J'espère que dans les jours à venir, les choses vont entrer dans l'ordre et qu'on aura une meilleure perspective pour une bonne réforme de sport et une meilleure perspective. Et on est là pour ça. On est en train de parler pour que ça s'arrange. Alors, transition, on se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Voilà donc pour les Jeux Olympiques, le rêve est permis pour les athlètes algériens. On passe au basketball avec l'Assemblée générale élective avec Rabah Bouarifi qui a été élu à l'unanimité samedi à la tête de la Fédération algérienne de basketball jusqu'à l'expiration du mandat olympique en cours 2017-2020 lors de l'Assemblée générale qui s'est déroulée au siège du Comité olympique algérien. Candidat unique au poste de président de la Fédération algérienne après le rejet des bilans moraux et financiers du président Ali Slimani et de son bureau exécutif lors de l'Assemblée générale ordinaire tenue le 14 mars dernier. Bouarifi sera à la tête de l'instance fédérale pour la deuxième fois de sa carrière après un premier mandat lors du cycle olympique. Et ce qui est un petit peu bizarre, c'est la même Assemblée Nordine Hani qui a rejeté le bilan de Bouarifi pour le remettre sur rail cette fois-ci.
Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe dans les assemblées générales. Ça, si on a enlevé Bouhalifi, c'est que ces gens étaient convaincus. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il y a eu de la pression sur eux. S'il y avait de la pression sur eux, il fallait qu'ils démissionnent tous, s'ils aiment le basket. S'ils aiment le basket. Parce que 2 ans après, on vient, on dit Bouhalifi c'est le meilleur. Il y a 2 ans, vous disiez qu'il a eu un carton rouge. Il était inapte. Et tout d'un coup, il devient... Il faut arrêter les trucs. J'espère que... J'aime bien le basket parce que j'ai commencé par faire du basket. Et les basketteurs, c'est tous mes amis. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou. Mais il faut être sérieux un petit peu. Il faut maintenant passer aux choses sérieuses. Il ne faut pas trouver à chaque fois une excuse. Ah, tel ministre nous a fait pression, on a enlevé Bouhalifi. Maintenant, le ministre il est parti, on va remettre Bouhalifi. Et si jamais un autre ministre vient, il va repartir Bouhalifi. Alors, on va écouter Bouhalifi au micro de Toufiq Derbel, donc parler de son retour à la tête de la fédération algérienne. Et il parle lui également de pression. Mon retour tout d'abord à la fédération n'a pas été d'une manière exceptionnelle. Je pense que je n'ai jamais quitté la fédération et la discipline. Je suis un enfant de la discipline, j'ai toujours milité pour la discipline. Donc vous savez tous comment se sont déroulées les élections de 2017, où il y avait une ingérence directe, je le dis bien directe, ici en ce moment-là, le lieu également. Il y avait une ingérence des cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et tout le monde le savait. Le problème qui existait entre le ministère, l'ancien ministre plutôt, et le comité olympique, j'ai été, je dirais, une victime collatérale. Et on a rejeté mon bilan. Le bilan qui a été rejeté, c'était le bilan moral, sans aucune justification. Donc je suis parti et j'ai demandé à ne plus revenir au basket. J'étais membre de l'Assemblée uniquement. Les gens se sont rapprochés de moi pour me demander il faut revenir. Ils ont fait une demande de réhabilitation au ministre, mais ce n'est pas le ministère qui a réhabilité M. Bouhalifi. C'est l'Assemblée générale. 59, les 2 tiers. En assemblée extraordinaire, j'ai été réhabilité et aujourd'hui, on a fait des élections et vous avez vu vous-même qu'à l'unanimité, tout le monde veut que je revienne. Voilà, très prochainement, on aura donc le président Bouhalifi pour en parler, surtout la reprise du championnat, puisqu'il reste 13 journées après un arrêt de presque 2 mois. Les membres du bureau fédéral, alors il y aura Mahdi Oussif, Kamal Hamoutan, Mohamed Fellahi, Ammar Boukarwa, Tarek Lekhal Ayat, Abdallah Moula, Najm Makassi, Toufiq Debbar et 2 femmes, Siham Louzri et Amina Abdelzak. Voilà pour les membres de la fédération. Du bureau fédéral, nouveau bureau fédéral qui va accompagner Rabah Bouhalifi dans sa besogne. La dernière minute, on va la consacrer donc à notre invité pour en savoir plus sur ses projets, surtout avec l'athlétisme. Et peut-être des athlètes en préparation? Pour l'instant, franchement, j'attends l'entame de la saison prochaine pour reprendre ma place sur le terrain, c'est-à-dire là où je m'exprime le mieux. Oui. Je pense honnêtement qu'il y a un besoin. Il y a un besoin actuellement. Notre discipline, le sport en général, a besoin d'une réforme, a besoin de se poser les questions qu'il faut, d'apporter une réponse à nos problèmes, à nos problématiques, nous en tant que techniciens. Et j'espère que d'ici l'année prochaine, les choses y vont bouger et que nos attentes seront réalisées. Enfin, c'est tout le mal que je souhaite pour notre sport et notre discipline. Hein. Confiant pour les Jeux de Tokyo? Franchement, c'est confiant par rapport à quoi? Pour avoir des résultats, des médailles, des résultats pour réaliser des médailles. D'après, vous savez, on a eu la chance de voir un peu ce qui se passe dans le monde, ce qu'il faut, etc. À la limite, je dirais qu'on ne mérite même pas d'avoir une médaille. Vu ce qu'on propose, oui, les athlètes, ils font le sacrifice et tout et tout. Mais il faut juste dire, est-ce que cet État veut un sport de loisir ou un sport
de performance. Voilà, il faut faire son choix. Monsieur Mohamed, le temps nous est imparti. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, bonne chance. Nordine Hani, à lundi prochain pour d'autres informations. C'est bientôt Ramadan. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous donc lundi prochain. N'oubliez pas, la rediff c'est chaque lundi à partir de 22h. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7 à leur tête, Wafa Al-Rawati et Fodil Nordine. À lundi prochain.